Bonjour à tous. Donc effectivement, après cet excellent et copieux déjeuner, je vous propose qu'on passe à la deuxième conférence plénière de la journée. Et donc on a le plaisir d'accueillir Marc Bocquet pour cette conférence. Et donc, alors Marc, tu es professeur à l'École nationale des ponts et chaussées, Institut Polytechnique de Paris. Tu es également directeur adjoint du laboratoire CEREA, qui est un laboratoire conjoint entre les ponts et puis EDF R&D. Et donc, tu es spécialiste des problèmes inverses, de l'assimilation de données, des modèles statistiques, avec notamment des applications en géosciences. Donc, peut-être juste pour positionner un petit peu par rapport à la conférence de Nicolas, c'est un domaine un tout petit peu connexe quand même par rapport au domaine du GRETSI. Donc, ce n'est pas vraiment une conférence d'ouverture, mais en tout cas, voilà, on se déporte un tout petit peu. Peut-être juste mentionner que tu es aussi Distinguished Research Fellow donc, du Centre de météorologie européen pour les prévisions à moyen terme. Enfin, tu rediras le titre. Je parle un petit peu du centre. Oui. Voilà, donc il y a un des centres les plus renommés pour les prévisions météo. Et donc tu vas nous parler plutôt d'IA et de géosciences, de modèles météorologiques et de la révolution que ça a impliqué. Donc voilà, je pense qu'on peut t'accueillir chaleureusement. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup Florence, merci beaucoup pour l'invitation. Donc je suis très honoré, très heureux de vous présenter ce sur quoi on peut travailler. Quand on me pose la question, je sais jamais trop, en fait, je sais plus trop sur quoi on travaille en fait, puisqu'en fait on a été fortement impacté par non pas le machine learning, mais vraiment le deep learning et ce que ça a pu apporter. Et dans les géosciences, ça s'est passé il y a peut-être 5 ans. Et puis, c'est rentré progressivement en 1 ou 2 années. Ensuite, ça a tout balayé sur son passage. Et notamment, ça a impacté énormément la prévision numérique du temps. Donc, qui était quand même l'un des produits phares des géosciences, en tout cas sur le produit opérationnel. Et donc, ça a un petit peu chamboulé toutes les frontières, mais pas seulement pour les opérationnels, qui ont été très fortement impactés, mais aussi pour les chercheurs. Même si, évidemment, quand on a déjà des problèmes inverses ou de l'assimilation de données, ce n'est pas du tout des choses qui sont totalement étrangères, c'est juste les moyens sont différents, les résultats, les possibilités deviennent vraiment beaucoup plus importantes, et puis les frontières entre les communautés s'estompent, voire disparaissent, avec beaucoup plus de compétition, voilà, il y a énormément de choses qui changent. Et donc c'est un petit peu de ça dont je vais parler aujourd'hui, et en prenant l'exemple, mais pas seulement, de la météo. Et donc je vais commencer peut-être dans un premier tiers de la présentation par vous expliquer en fait ce qui s'est passé justement dans le domaine de la prévision météo, avec l'impact de l'IA. Et ensuite je prendrai 2 illustrations des choses sur lesquelles on a travaillé, où on mélange en fait de l'assimilation de données, du machine learning ou du deep learning, et les systèmes dynamiques, puisqu'il y a toujours sur les modèles de prévision, il y a toujours cet aspect système dynamique qu'il faut avoir en tête, et donc il y a des méthodes particulières d'assimilation de données, voilà. Les variantes de problèmes inverses qui sont l'assimilation de données. Donc d'abord, je vais quand même essayer de justifier pourquoi on utilise des techniques d'assimilation de données et quels sont le type de problèmes inverses en fait, qu'on cherche à résoudre quand on fait de la prévision numérique du temps ou sur d'autres modèles de géosciences, comme des modèles de climat ou des modèles d'océan, et des modèles de glace de mer que j'illustrerai un petit peu tout à l'heure également. Donc la première, la difficulté centrale, enfin les 2 grosses difficultés en fait, majeures quand on fait de la prévision numérique du temps, c'est d'abord le caractère fondamentalement chaotique de la dynamique, donc fondamentalement instable, pas au sens numérique du terme, mais au sens des systèmes dynamiques. Donc la grande dépendance aux conditions initiales d'une trajectoire de l'atmosphère, ce qui fait qu'il y a un horizon de prévisibilité d'une quinzaine de jours au-delà duquel il devient extrêmement difficile de prévoir l'atmosphère, donc avec une dépendance en tout cas sur les premières heures, les premiers jours, une dépendance exponentielle à l'écart entre 2 trajectoires. Et donc ça c'est la première difficulté qui est fondamentale et intrinsèque au système dynamique qu'on considère. Et la deuxième difficulté qu'on rencontre tous avec nos modèles, c'est évidemment les erreurs modèles, la modélisation qui vient aussi bien des EDP qu'on choisit, les paramétrisations physiques sur certains des phénomènes physiques qui sont rattachés
au système qu'on étudie, mais aussi la représentation numérique, la discrétisation, les erreurs d'intégration. Il y a tout ça qui a un gros package sur l'erreur modèle. Et, voilà. Et la prévision météo s'est toujours heurtée à ces deux grosses difficultés, avec la première très fondamentale au système dynamique et les autres un peu plus pratiques, mais qui aussi, parlent aussi bien aux numériciens qu'aux physiciens et aux gens de l'opérationnel. Donc la solution pour essayer de gérer ça, c'est l'assimilation de données. Donc c'est un problème inverse où on va essayer de combiner de la meilleure façon possible en fait toutes les sources d'informations dont on dispose. Et donc il y a, avec notamment la nécessité pour les prévisions météo de recaler, puisqu'il y a cette divergence intrinsèque des trajectoires, d'essayer de recaler et de recalculer les conditions initiales avant de faire à nouveau des prévisions. Donc on est absolument obligé d'avoir de l'information qui vient hors des modèles, c'est-à-dire en fait l'observation. Donc la prévision météo, ça a toujours été un problème de ce qu'on appelait big data, avant que le machine learning écrase tout ça. Donc il fallait combiner une quantité très importante d'observations du système Terre et de l'atmosphère en particulier, avec la résolution des EDP de la météo, des équations primitives sur un supercalculateur, et ensuite il fallait combiner tout ça avec donc l'assimilation de données, qui est essentiellement d'inspiration bayésienne. Les équations ont toujours été, dans la computation d'assimilation de données, c'est toujours des solutions bayésiennes au problème, mais avec un aspect séquentiel dans le temps, puisqu'on va essayer de corriger successivement la trajectoire, de faire des corrections régulières de la condition initiale des différentes prévisions qu'on peut faire à chaque instant. Donc il y a l'aspect vraiment problème séquentiel. Donc je vais d'abord vous commencer un petit peu rapidement parler d'assimilation de données pour introduire certains des éléments que je vais utiliser. Donc les ingrédients, c'est le système dynamique, donc c'est généralement donc les équations primitives qui sont donc les Navier-Stokes plus quelques équations pour la vapeur d'eau, ou pour l'eau en général sous toutes ses formes. Et donc on cherche à discrétiser ces équations sur la sphère et avec les altitudes. Et puis on écrit typiquement donc ce genre d'équations, discrétisées aussi bien en temps et en espace, parce qu'on veut mettre ça sur un supercalculateur. Et puis il y a toujours ces considérations statistiques, puisqu'il y a l'erreur aussi bien sur le modèle que la sensibilité aux conditions initiales, donc sur les états. Donc on considère toujours qu'il y a l'erreur partout, donc il y a une vision statistique, sinon stochastique de problème. C'est pour ça qu'il y a toujours des bruits qui sont associés à la modélisation. En tout cas du point de vue des gens qui font de l'assimilation de données ou des gens qui sont dans l'utilisation opérationnelle du modèle pour la prévision. Et en géosciences, donc dans la météo en tout cas, c'est généralement des modèles qui sont très gros, puisqu'il y a plusieurs milliards de variables à un instant donné. Donc quand on multiplie par le point de grille et le nombre de variables, donc 6 ou 7, vous arrivez à plusieurs milliards de variables actuellement avec les meilleurs modèles du monde. Alors je ne parle pas tout de suite de l'IA, j'en parle un petit peu plus tard. Et le second ingrédient, ce sont les observations, et là on le modélise par typiquement une équation d'observation avec un opérateur d'observation qui peut être très simple si c'est juste une mesure directe de température par exemple, mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus compliqué si c'est, ça vous connaissez ça encore mieux que moi, donc si c'est un opérateur correspondant à du remote sensing, à un opérateur, des observations satellitaires, si vous avez des radiances à assimiler, ce genre de choses, ou des données LIDAR, donc là à ce moment-là l'opérateur peut être potentiellement non linéaire, il peut être compliqué, enfin, il y a des tas de choses avec des problèmes aussi de discrétisation, des problèmes de modélisation, et à nouveau une source d'erreur là qui vient non seulement de l'erreur instrumentale, mais aussi de la modélisation de cet opérateur forward, cet opérateur d'observation. Et puis un problème fondamental qui reste toujours très important, c'est celui de l'écart qu'il y a entre les observations et ce que le modèle sort. En fait, c'est ce qu'on appelle l'erreur de représentativité. Et ça reste une composante très importante de l'erreur. Voilà, et là on a typiquement en météo, si on doit donner un ordre de grandeur, on assimile toutes les 3 heures ou 6 heures, dépendant des modèles, on assimile plusieurs dizaines de millions d'observations après écrémage des observations satellitaires. Donc ça reste quand même un gros problème de big data. Et donc on veut fusionner tout ça, et donc typiquement le paradigme, c'est comme on veut le faire ça de façon séquentielle et régulièrement répéter ces opérations d'update bayésien, en fait, c'est typiquement un modèle de Markov à variable cachée, donc c'est assez classique. Donc on cherche vraiment à résoudre de façon forcément approchée, parce que là le nombre d'observations et les variables d'état sont très grandes, donc on cherche à résoudre l'équation de Bayes de façon séquentielle.
Et puis le paradigme est toujours le même, hein. On a les observations qui arrivent et qui sont reliées à l'espace des états à travers un opérateur d'observation. On a des prévisions passées à l'aide du modèle numérique. Et on produit donc une analyse, c'est-à-dire une inférence bayésienne, qui peut produire un état ou plusieurs états ou un ensemble d'états qui va être propagé ensuite par le modèle et on recommence le cycle. Et donc ça, c'est ça. Alors évidemment, après chaque analyse, on peut faire autant de forecasts, donc autant de prévisions qu'on a envie à des échéances qui nous intéressent, et à partir de chaque analyse, on peut faire de la prévision. Okay, et donc ça se rattache à plusieurs produits opérationnels, et ça se rattache avec ça, on peut faire des choses qui, du point de vue des mathématiques, sont classées donc, comme la prévision. Donc en fonction de l'instant présent, si TK est l'instant présent, là, tel que je l'ai modélisé. Et donc si on assimile toutes les observations passées, on peut faire de la prévision, on peut faire donc, du filtrage, c'est-à-dire estimer l'état à partir des observations passées, on peut estimer cet état à l'instant présent, mais on peut aussi essayer de remonter dans le passé et essayer d'estimer l'état par exemple au temps T0 en utilisant toutes les observations jusqu'à l'instant présent TK. Et à ce moment-là, c'est du lissage pour les statisticiens. Et là, il y a des correspondances donc, pour les gens de l'opérationnel et pour les scientifiques. Donc ça correspond à in-casting, no-casting, forecasting. Ça, c'est des produits assez classiques de la prévision opérationnelle. Et puis, vous avez un produit évidemment, qui intéresse tous les gens en géosciences, mais énormément aussi tous les assureurs, tous les énergéticiens, enfin à peu près tout le monde, qui sont les réanalyses, c'est-à-dire essayer d'estimer le meilleur état de façon optimale l'état de l'atmosphère rétrospectivement sur plusieurs décennies. Et donc typiquement ERA5, c'est un produit donc, du Centre européen de prévision à moyen terme, qui est donc le meilleur centre de prévision météo du monde, qui est un consortium européen et qui recouvre l'Union européenne et va au-delà de l'Union européenne. Donc un de leurs produits phares, c'est ERA5, qui est utilisé par donc, énormément de monde. Et en particulier qui sera utilisé par Elia, je vais en reparler. Et puis il y a aussi l'estimation de paramètres aussi, qui est un enjeu important. Dans ces modèles ou le forçage, voilà, on peut avoir des applications sur le climat, il y a des choses qu'on peut faire avec. Et puis, comme j'utiliserai ça un petit peu plus loin, je voudrais donc mentionner les grandes familles de méthodes qui sont utilisées en assimilation de données, donc toujours dans cette vision séquentielle des choses qu'on peut utiliser en prévision météo ou en prévision de l'océan ou du climat. Il y a la grande famille des méthodes variationnelles, donc 3D var, 4D var. 4D var, là, il faut utiliser l'adjoint du modèle, parce que là, on fait ça sur une fenêtre d'assimilation de données pour produire une analyse avant de faire une prévision. Alors que 3D var, ça reste à un instant précis, même si on utilise de façon variationnelle les opérateurs d'observation. Donc ça, c'est des problèmes vraiment qui se rattachent aux problèmes variationnels, aux problèmes de contrôle optimal. Et puis il y a la grande famille des dérivés du fil de Kalman qui ne sont pas applicables directement sur les systèmes de grande taille, donc on utilise les méthodes de fil de Kalman d'ensemble, qui est la variante maintenant très populaire donc, du fil de Kalman, appliquée à des systèmes de grande taille, modulant un certain nombre de trucs et astuces statistiques pour arriver à le faire fonctionner en système de grande taille. Et on peut comparer, donc en assimilation de données, on peut comparer en fait ces différentes méthodes, ces différentes familles de méthodes. Et si je prends un exemple qui va revenir récurrent, qui est d'un petit toy modèle chaotique, mais qui a une dimension spatiale, qui s'appelle le modèle de Lorenz 96. Le modèle de Lorenz 63, c'est celui que j'ai illustré précédemment. C'est un modèle à 3 variables qu'Edward Lorenz avait introduit, qui était l'archétype du système dynamique chaotique. Et puis il y a le degré juste au-dessus, qui est avec une dimension qui correspond en fait à une bande de latitude de la Terre. C'est toujours un petit toy modèle, mais c'est l'archétype d'un système chaotique voilà, discret, à 40 variables. Voilà, mais pas trop compliqué, ce qui fait qu'on peut tester des tas de méthodes dessus. Et quand on compare ces deux grandes familles de méthodes sur ce modèle, on voit qu'en fait, et on comprend pourquoi, par exemple, typiquement, le fil de Kalman d'ensemble va sur des petites fenêtres, et c'est souvent des petites fenêtres auxquelles on doit se restreindre en opérationnel, va être surperformant, va avoir des erreurs beaucoup plus petites que peut le faire un 4D var. Idem aussi bien en filtrage qu'en lissage. Alors en réalité, les meilleurs centres de prévision du monde, comme le Centre européen, utilisent un 4D var, mais en réalité, j'utilise un ensemble de 4D var. Donc en réalité, c'est une méthode hybride entre les méthodes variationnelles et les méthodes d'ensemble. Donc ça essaye de récupérer ce qui se fait de mieux d'un point de vue méthode statistique pour une inférence bayésienne aussi dans les deux grandes familles de méthodes. Donc en réalité, même si on parle de 4D var très souvent, aussi bien Météo France que dans le Centre européen, en réalité, c'est un ensemble de 4D var et si on devait calculer les scores sur ce genre de système, on aurait les performances proches de celui du fil de Kalman d'ensemble.
Alors, la raison pour laquelle les méthodes d'ensemble sont pures, en tout cas, sont surperformantes par rapport aux méthodes variationnelles, c'est qu'on arrive à estimer l'erreur du jour, c'est-à-dire qu'on arrive à propager une estimation de l'erreur attachée aussi bien au forecast qu'à l'analyse, et c'est cette propagation de l'erreur à travers l'ensemble, et la possibilité d'estimer l'erreur à chaque instant t, qui donne la supériorité du point de vue précision de la méthode mathématique. Et voilà un petit peu alors, c'est l'augmentation des observations sur l'ensemble du globe, en particulier satellitaire, notamment dans l'hémisphère sud, mais aussi l'utilisation de modèles beaucoup plus fins, et enfin l'utilisation de modèles d'assimilation de données de plus en plus sophistiqués, qui expliquent le progrès, en fait, on appelle ça la Silent Revolution, donc progrès lent mais permanent qui s'est fait sur plusieurs décennies en termes de qualité de prévision météo, en termes de précision des prévisions météo, et voilà, ça ne fait pas trop de bruit, mais en réalité, ça s'est accru très, très fortement. Là, c'est les différentes échéances temporelles, les différentes courbes, et l'écart que vous voyez ici, c'est entre prévision sur l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, et ça s'est resserré évidemment grâce aux observations satellitaires. Voilà. Et donc maintenant, ça c'était un petit rappel sur l'assimilation de données dans le cadre de la prévision météo, et maintenant je vais vous parler de ce qui s'est passé sur les 3 dernières années en prévision météo et comment ça a été un petit peu bousculé par l'IA. Donc c'est juste un petit historique dont je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on va perdre du temps, mais ça c'est pour dire qu'en tout cas il y a à peu près 5 ans, il y a des gens qui travaillent d'ailleurs pour le Centre européen qui ont déjà démontré sur un petit exemple jouet, avec déjà un petit peu de réalisme, qu'en réalité on était capable, avec un modèle de deep learning, de commencer à émuler un modèle d'atmosphère, qui est un modèle très simplifié à ce moment-là. Et puis, tout le monde a bien travaillé pendant le Covid apparemment, et puis voilà, en février 2022, il y a déjà un jeune qui travaillait un petit peu, dans l'ancien Google, qui travaillait un petit peu dans son coin, Kessler, et qui a sorti donc un premier modèle, qui n'est pas du tout comparable en termes de résolution au modèle opérationnel, mais qui commençait déjà à être sérieux et réaliste. Et il a commencé donc à produire un modèle de deep learning surrogate de la météo, qui commençait à avoir des scores en prévision qui étaient assez respectables. Et c'était un modèle basé sur un modèle de réseau sur graphe. Et puis sont entrés en jeu donc, les GAFA, et donc il y a NVIDIA avec ForecastNet par exemple, et là ils commencent à avoir des scores en termes de prévision. Donc ils commencent à arriver à construire leur modèle de deep learning, donc qui émule un modèle météo, avec des scores plus qu'honorables, qui atteignaient des scores, mais pour des raisons qu'on comprend, qui atteignaient des scores proches de celui de ce qu'on appelle l'IFS, c'est le nom donné à Integrated Forecasting System, qui est le nom de référence du système opérationnel du Centre européen. Et puis aussi, il y avait des groupes chinois, donc de Huawei, Alibaba, qui ont sorti aussi des modèles qui sont également connus, qui ont participé à cet historique, avec des modèles également avec des fortes précisions. Et puis il y a Google aussi qui est rentré, à travers plusieurs équipes, qui est rentré dans le jeu, et notamment Google DeepMind avec un modèle qui s'appelle GraphCast, qui est aussi un modèle sur graphe, et avec également des précisions, avec une précision qui commence à atteindre celle des modèles météo. Alors il n'y a pas toutes les variables qui sont nécessairement en sortie de modèle, donc c'est pour ça que ce n'est pas encore exactement comparable au modèle du Centre européen, à l'IFS, mais enfin tout le monde, ça commence à en être très proche. Après, il y a Microsoft qui est rentré dans le jeu, puis on est sorti, et puis il rentre à nouveau actuellement. Voilà, il y a d'autres équipes chinoises, et puis il y avait des alternatives aussi dont je parlerai un petit peu plus longtemps, qui est Google a aussi proposé une autre alternative, où cette fois-ci on garde une partie du modèle physique, enfin une partie de la physique qu'on connaît déjà, et qui est donc codée par 2 EDP, et puis il y a une partie qu'on va utiliser, qu'on va en fait apprendre, qui va être un réseau de neurones, et ça c'est une approche que nous on utilise, sur laquelle on a travaillé avec le Centre européen en parallèle de Google, donc j'en parlerai plus longuement tout à l'heure. Et puis, en fait, le Centre européen avait bien anticipé, avec des gens comme Peter Dubin par exemple, il avait bien anticipé la révolution, et donc ils avaient une feuille de route il y a déjà 6 ans sur l'IA, donc ils ne sont pas vraiment fait décrocher du tout par les GAFA, ils étaient un petit peu en retrait, mais enfin ils ont été extrêmement réactifs, ils avaient déjà un petit peu anticipé, ce qui fait que par exemple en début 2024, ils avaient leur propre modèle pur IA, qui était en parallèle du modèle physique de l'IFS. Donc ils l'ont appelé AIFS pour AIFS. Et c'est disponible sur le site web du Centre européen, vous pouvez aller, vous pouvez voir les prévisions, c'est opérationnel, vous pouvez voir les prévisions de leur modèle pur IA.
mon modèle surrogate en parallèle du modèle de l'IFS. Et voilà typiquement les courbes qu'on peut montrer. Donc ce sont essentiellement les mêmes courbes mais sur une plage de temps rapprochée. Mais c'est essentiellement la même courbe que celle que j'ai montrée avant. Et là, vous voyez en pointillé, là, la zone pointillée, c'est les modèles IA, en fait, comparé aux modèles basés sur la physique. Alors, il y a pas mal de choses sur lesquelles on pourrait commenter là-dessus, et il ne faut pas forcément se dire, bah oui, ils sont forcément meilleurs. En réalité, il y a encore des tas de choses en prévision météo. Et ça, vous connaissez bien, il y a l'adaptation statistique qu'on peut faire des prévisions météo. Et un modèle d'IA, en fait, comme il peut travailler potentiellement sur les observations, il peut se caler sur les observations, il arrive parfois à s'adapter statistiquement de façon naturelle, ce que ne ferait pas un modèle physique auquel il faut adjoindre un modèle d'adaptation statistique. Donc il y a des tas de raccourcis qu'on prend avec l'IA qui peut expliquer en grande partie les scores supérieurs. Voilà. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut discuter. Alors, cela dit, ces modèles d'IA, donc cette révolution de l'IA, il y a quand même des choses qui sont pas forcément parfaites, notamment il y a des équilibres physiques ou quasi-équilibres physiques qui ne sont pas forcément respectés, comme l'équilibre géostrophique, les divergences, le diagnostic des vents verticaux. Il y a des tas de choses qui ne marchent pas forcément, aussi bien que ça devrait, qui n'ont pas la même physique que des modèles résolus par EDP. Et puis il y avait un comportement qui est un problème et qui engendre pas mal de recherches derrière, c'est le fait que tous ces modèles en fait sont appris sur RA5, sur la grosse base de données RA5 qui est produite par le Centre européen et qui est produite elle-même par des modèles physiques et de l'assimilation de données. Et donc cette base de données qui sert à l'apprentissage, en réalité, elle est entraînée avec du mean square, en fait, juste de la norme L2. Et donc ça a un impact, ça a un biais énormément sur la physique, ce qui fait que les champs, en fait, à un horizon de quelques jours, se mettent à être fortement lissés, puisque c'est la solution optimale, en fait, du point de vue des moindres carrés. Et donc les prévisions de ces modèles de surrogate, ces modèles IA, en fait, deviennent très non physiques, enfin deviennent très lisses avec après quelques jours de prévision. Donc ils restent avec un très très bon score, puisqu'ils sont optimales d'un point de vue statistique. En revanche, ils deviennent très mauvais du point de vue de la physique. Et donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel qu'il faut contourner, sur lequel il y a des choses qui ont été proposées. Et donc la première des choses qui a été proposée, c'était d'utiliser de l'IA générative. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des modèles déterministes, on va essayer d'utiliser des modèles, en fait, de faire ce qu'on fait en prévision d'ensemble. C'est-à-dire qu'au lieu de prévoir un seul état, on va prévoir un ensemble d'états. Donc sur les premiers modèles de surrogate, on le faisait c'était juste des modèles déterministes. Ensuite, on essaie de construire des modèles d'IA qui sont capables d'engendrer un certain nombre de trajectoires qui sont toutes plus ou moins fidèles. Et donc en fait, on veut utiliser de l'IA générative, donc typiquement des modèles de diffusion. Et donc Google a proposé, fin 2023, Google DeepMind, donc ceux de GraphCast, ont proposé GenCast, qui utilisait des modèles de diffusion justement pour produire des échantillons et pour construire en fait un modèle surrogate, mais qui est stochastique en nature et plus seulement déterministe. Et avec ça, on arrive en fait à résoudre gros problème le problème du lissage, puisqu'à ce moment-là, on peut engendrer des champs qui n'ont plus du tout le caractère lisse à long terme lors des prévisions. Et en plus, on peut commencer à se comparer aux autres produits opérationnels classiques de la prévision météo, qui sont les prévisions d'ensemble. Puisque dans tout le cycle classique de la prévision météo, on a le modèle déterministe et puis tous les ensembles qui nous permettent d'estimer l'incertitude attachée aux prévisions météo. Après, il y a d'autres techniques qui ne sont pas forcément sur l'IA générative, mais il y a des techniques qui sont, au lieu d'utiliser du mean square error ou des normes classiques, on va utiliser des métriques d'ensemble, comme la CRPS par exemple, qui sont d'autres façons de contourner. Et ça, c'est des choses qui sont actuellement en train d'être explorées depuis 1 ou 2 ans, qui sont en exploration. En tout cas, l'aspect IA générative, ça fonctionne, on sait déjà, et c'est un peu la seconde génération de modèles sur lesquels on... Voilà. Et nous, on a travaillé, donc je vais illustrer ça, parce que nous, on a travaillé là-dessus, mais dans le contexte de la glace de mer, et en parallèle de ce que faisait Google, nous, on l'a fait, mais pour la glace de mer, et on a construit... Donc, dans un premier temps, un modèle déterministe, c'était la thèse de Charlotte Durand. On a construit un modèle déterministe pour la glace de mer, donc on avait une simulation de l'Arctique, mais qui avait aussi, c'est la première à avoir construit ça, c'est un modèle dynamique, vraiment un surrogate de la glace de mer, mais qui avait tendance
a forcément lissé, au bout de quelques semaines, ça lissait forcément les champs. Ce qui est un petit peu embêtant pour la glace de mer, là où vous avez des crevasses, vous avez la fragmentation de la glace, vous avez la fonte, enfin il y a des tas de choses qui se passent. C'est une physique qui est quand même très compliquée, qui mène à des champs très anisotropes, multifractales, il y a des tas de choses. Une physique qui est 2D, contrairement à l'atmosphère, mais qui est vraiment compliquée à modéliser. Donc pour aller au-delà du travail de Charlotte, en fait, il y a Tobias Finn qui travaille sur le modèle et qui a créé lui un modèle surrogate, mais basé sur l'IA générative, en fait sur du flow matching, donc c'est un petit peu la version généralisée d'un modèle un peu plus élégante que les modèles de diffusion. Et donc il a construit un modèle qu'on appelle GenSim, qui à partir de bruit apprend à engendrer une image de glace de mer. Sauf que comme nous, on veut l'utiliser dans un contexte de prévision, en fait, il faut que ce soit de l'IA un modèle de diffusion qui est conditionnel, ou du flow matching qui est conditionnel. Donc on veut débruiter quelque chose, mais conditionnellement à la connaissance d'un état de départ. Et donc voilà. Et alors après, il y a des difficultés pour ceux qui ont déjà travaillé avec des modèles de diffusion ou similaires. Ce sont des modèles qui sont quand même beaucoup plus coûteux. Et donc là, on a et qui se prêtent mal à d'utilisation en variable latente, parce que justement on compresse trop l'information. Donc ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a vraiment fait de la décomposition en domaines, assez récent en tout cas pour ce type de problème. Et on a un modèle de flow matching qui est basé sur une architecture de Vision Transformer et qui résout sous-domaine par sous-domaine et qui ensuite recolle ça correctement de façon à reconstituer sous ce modèle stochastique ou d'IA générative pour la glace de mer. Et donc ça c'est un papier, voilà. Ça donne lieu à ce genre de champ. Là il y a il y a des concentrations par exemple. Là il y a le shear, donc je sais plus. Il y a la divergence, il y a l'épaisseur de la glace. Et voilà, c'est typiquement le genre de champ que le modèle de référence sur lequel on a appris NextSim, qui est un modèle dont le papa est Pierre Rampal à Grenoble, et qui est un modèle aussi qui est partagé internationalement, qui est l'un des gros modèles de référence de glace de mer avec une rhéologie complexe. Et voilà des sorties de champs typiques de NextSim, et voilà des sorties typiques, un des membres de l'ensemble de GenSim. Vous voyez, là, on peut comparer physiquement le genre de choses qu'on est capable de faire. Et donc c'est un papier qu'il vient de soumettre. Et je peux vous montrer donc, typiquement le genre d'animation, le genre de prévision qu'on peut faire. Voilà, avec de la concentration, ça c'est la déformation, donc tout ce qui est lié à la mécanique, aux propriétés mécaniques de la glace de mer et l'épaisseur de la glace. Et on peut faire des simulations extrêmement robustes et qui gardent le caractère très anisotrope multifractal sur des dizaines d'années. Et ce qui se compare très bien, aussi bien au modèle de référence NextSim qu'aux observations, c'est ce qu'il a fait encore plus récemment. Donc là, c'est le genre de choses qu'on peut faire avec des modèles surrogates d'IA générative, basés sur des modèles similaires à des modèles de diffusion. Si je reprends le fil. Oups. Donc pour finir un petit peu l'historique, il va falloir que je fasse vite donc où est-ce qu'on en est maintenant? Là, où est-ce qu'ils en sont maintenant en prévision météo? Maintenant, le sujet, mais qui peut être un sujet. Alors, est-ce que c'est fondamental? Est-ce que ça concerne les chercheurs ou pas? Ça reste pour moi pas complètement évident. C'est les approches end-to-end où on se dit bon, maintenant on n'a plus besoin de modèles. Est-ce qu'on a vraiment besoin de méthodes d'assimilation de données? Est-ce qu'on ne peut pas faire juste du end-to-end, c'est-à-dire j'ai des observations et puis je fais des prévisions à partir des observations et je fais ça de façon séquentielle. Je me passe vraiment de tous les outils que j'ai utilisés jusqu'à présent. Je vais probablement les faire de façon implicite sous le tapis, mais je ne veux pas savoir comment ça se passe et je veux juste, avec un modèle de deep learning, je vais arriver à prédire des champs à partir juste d'observations de façon séquentielle. Et donc là, il y a les premiers papiers qui sont sortis, il y a deux groupes. Donc il y a un qui s'appelle ArcViver et l'autre GraphDob, qui est le modèle une des propositions donc, du Centre européen, qui est leur modèle end-to-end qu'ils essaient de pousser. En tout cas, à présent, en ce moment, donc au Centre européen, il y a trois approches qu'ils essaient d'explorer. Donc il y a l'IA pure et ils cherchent à accentuer la possibilité de faire de la prévision d'ensemble. Donc ça c'est la voie intermédiaire, le cercle que vous voyez au milieu.
Il y a l'approche end-to-end où je n'utilise que des observations, j'oublie complètement le modèle, j'oublie la simulation de données, j'essaie de faire de prévision et d'apprendre quelque chose qui me sorte de magnifiques champs à partir simplement d'observations. Ça, c'est l'approche observation-driven. Et puis, il y a une approche intermédiaire à plus court terme qui est d'essayer de combiner tout le savoir-faire de la simulation de données et de l'IFS, donc du modèle météo du centre européen, et essayer de le combiner avec un réseau de neurones pour essayer de corriger tous les problèmes physiques, en fait, toute la physique qu'on n'arrive pas à bien déterminer avec le modèle classique. Et ça, c'est la voie avec laquelle on collabore avec le centre européen. Donc je vais essayer d'être donc relativement succincte pour ne pas qu'on prenne de retard. Donc mon objectif est de vous présenter justement deux grandes applications. Donc je vais être peut-être un peu rapide sur celle-là, qui est donc cette approche hybride avec laquelle on travaille avec le centre. Donc l'idée c'est, mais finalement j'ai plutôt expliqué déjà vraiment quel était l'enjeu, c'est vraiment au lieu d'apprendre le modèle complètement, comme un modèle surrogate complet, comme on ferait ici là, avec juste une fonction de perte en machine learning où on a juste un jeu d'observation et là dans ce cas-là il faudrait vraiment observer de façon très fine et de façon régulière, aussi bien en temps et en espace, les champs de la météo. Et à l'aide d'un modèle de deep learning qui est paramétré par des poids et des biais, on essaye de réduire cette fonction de coût et d'apprendre le modèle, donc ce réseau de neurones. Donc ça, c'est l'approche une version simplifiée de l'approche ultra classique. Et pour essayer d'accélérer ça et pour essayer de guider énormément l'apprentissage du réseau de neurones, qui pourrait être extrêmement compliqué avec des champs compliqués, c'est de se dire que M, en fait, c'est la somme donc, de l'IFS, le modèle de référence en météo, le modèle basé sur des EDP et intégré sur un supercalculateur, avec une correction d'erreur modèle. Voilà. Et justement, je vais essayer de passer ça. Donc, typiquement, c'est un modèle hybride qu'on cherche à apprendre. Donc la partie physique, elle est connue. Et la partie statistique, c'est elle qu'on cherche à apprendre. Donc là, on n'a pas besoin d'apprendre nécessairement un réseau de neurones extrêmement complexe qui modélise des champs 3D. On pourrait par exemple essayer d'avoir un modèle de réseau de neurones qui est 1D en fait, sur la colonne et qui fait des corrections, puisque la physique difficile en, fait, en météorologie, c'est celle qui se passe à l'échelle convective, donc les transports, les mouvements rapides notamment avec des éléments convectifs intenses, donc des orages, des ouragans, tout ce que vous voulez, donc sur la colonne, alors qu'on sait relativement bien modéliser le transport en fait, sur l'échelle horizontale. Donc en fait, on peut d'abord chercher à corriger, puisqu'on a déjà une base physique importante sur la 2D, on essaie de corriger en fait la dimension horizontale. Bon, il se trouve qu'on a écrit, c'est ça que je n'ai pas le temps de décrire, mais en tout cas, on a des méthodes d'assimilation. Il se trouve que ce type de raisonnement et l'apprentissage de cette partie donc neuronale du modèle hybride rentre très bien dans un cadre d'assimilation de données qui peut être vu comme généralisation du cadre d'apprentissage des modèles surrogates en machine learning. Et ça rentre très très bien dans ce cadre-là. Et ça a l'avantage qu'en fait, on peut essayer, on n'a pas besoin de dire aux gens du centre, bah, vous devez reconstruire vos méthodes d'assimilation de données, vous avez tout votre système compliqué en Fortran, là, vous êtes obligé de le déconstruire et de le reconstruire. En fait, on peut s'adapter à ce qu'ils ont déjà et essayer de modifier au minimum toute leur architecture d'assimilation de données et de modèles. Et en fait, c'est ce qu'on a fait, enfin, c'est ce que Alban Farshchi notamment et Martin Krust ont fait. Et voilà. Et donc, ils se sont adaptés. Donc, ils se sont adaptés au centre européen. Donc je passe tous ces aspects-là. Voilà. Donc là, voilà le modèle. Donc le modèle physique, c'est l'IFS, auquel on rajoute de façon additive, en fait, en tout cas à court terme, on rajoute un modèle colonne qui est censé modéliser des phénomènes complexes, enfin rajouter par rapport à l'IFS des choses que n'aurait pas vu l'IFS ou des corrections qu'on peut faire sur l'IFS. Sur la verticale. Alors évidemment, ça dépend de la latitude, longitude, il y a des coefficients d'ondelette aussi qu'on peut intégrer pour avoir des effets spatiaux locaux, donc on peut évidemment complexifier les choses et pas garder ça comme un modèle colonne tout bête. Mais essentiellement, ça permet de réduire en fait, le nombre de poids et de pieds à intégrer. Et puis surtout, l'apprentissage, on peut l'intégrer dans le système d'assimilation de données, comme je l'ai mentionné avant, du centre européen.
Et ça, c'est juste pour vous donner une idée, c'est juste en noir, c'est les lignes de code existantes, et en fait, il n'y a que quelques lignes de l'algorithme général qui est utilisé, dans le calcul du gradient, notamment dans le cas des VAR. Et en fait, les lignes rouges, ce sont juste les quelques lignes de code qu'on a eu besoin de rajouter en Fortran. Ce qui fait qu'il y avait vraiment, même si ça demande beaucoup de travail évidemment, il y a quand même un nombre minimal de modifications à faire sur leur système pour arriver à apprendre cette partie neuronale de correction de l'IFS. Et on l'a fait de deux façons, donc de façon offline, donc en utilisant plein de données météo et plein de données de trajectoires passées. Donc on arrive à corriger ça. Et puis il y a une chose qui nous excite un peu plus d'un point de vue mathématique ou algorithmique, c'est essayer de corriger ça de façon en ligne. C'est-à-dire au fur et à mesure que les observations arrivent, comme en la simulation de données, on va essayer de corriger non seulement l'état du système, ce qu'on fait toujours, on est obligé de le faire à cause de la nature chaotique de la dynamique, mais on va aussi chercher à corriger les poids et les biais de la correction neuronale du modèle. Donc on cherche en permanence à adapter le modèle à la physique. Donc ça c'est la version online de cet apprentissage et c'est le genre de choses qu'on teste depuis 2 ans en préopérationnel et qui fonctionne. Ça c'est pour la température et ça vous donne alors 1 c'est sans correction et quand on va vers 0 c'est qu'on arrive à corriger l'IFS, donc le modèle de référence du centre européen. Et donc les prévisions s'améliorent, et donc ça c'est à différentes résolutions, et voilà typiquement le genre d'amélioration en fonction de l'altitude qu'on peut obtenir. Donc on a des améliorations significatives, ça c'était attendu, on a des améliorations significatives dans le haut de la stratosphère, mais aussi à la surface. Et voilà, typiquement, ça c'était pour l'offline, et pour le online, donc là, ça c'est les tests que font Marcin Krust et Alban Farshi. Et là, vous voyez typiquement ce qu'on appelle scorecards, parce que tous les gens en prévision météo, ils sortent ce genre de trucs. C'est des sortes de, des cartes de score, en fait, où on a, en fonction de l'hémisphère, en fonction de la variable, en fonction de l'altitude. Voilà. Si vous avez dit bleu, c'est que vous améliorez par rapport à la référence. Si vous avez dit rouge, c'est que vous dégradez. Et donc ça leur donne une vision d'ensemble tout de suite de ce qu'ils peuvent espérer en termes de performance. Et voilà le type de scorecard qu'on peut obtenir avec l'algorithme online. Voilà, donc ça c'est le genre de choses qu'on fait avec eux en ce moment et qui correspond à leur trajectoire court-moyen terme avant de passer à un modèle opérationnel qui serait totalement et purement basé sur l'IA. Et la dernière chose dont je voudrais parler, c'est à nouveau combiner l'IA et le machine learning, le deep learning avec de la simulation de données. Et ça rejoint un peu la vision end-to-end, mais pas dans une vision opérationnelle, plus dans une vision méthodologique et mathématique. Et on se pose la question de savoir si... moi j'ai fait de la simulation de données depuis 25 ans, donc c'est des méthodes mathématiques algorithmiques, des méthodes bayésiennes, pour essayer de combiner de façon optimale observation et données. Maintenant, je voudrais savoir ce qu'une IA est capable de me dire. Est-ce qu'elle peut faire mieux que moi d'un point de vue algorithmique? Est-ce qu'elle essaie de trouver les algorithmes qui sont... meilleur et faire du meilleur travail que ce qu'on a pu faire, que toute la communauté à simulation de données a pu faire. Et j'ai bien peur que la réponse soit oui. Et et donc c'est typiquement le genre de premier papier qu'on a fait là-dessus. Alors je vais brièvement l'illustrer. Donc typiquement la simulation de données, en fait, on a là c'est un ensemble, donc c'est typiquement dans une vision fil de Kalman d'ensemble. On a un ensemble d'analyses, donc qui est le produit de la simulation de données, de votre référence bayésienne, et ça se base sur une correction sur le forecast, avec une correction qui est un opérateur neuronal, et qui va dépendre des observations, donc ce qu'on appelle l'innovation, c'est-à-dire l'écart des observations et de la prévision, et puis également, éventuellement, potentiellement, il y a une dépendance résiduelle dans l'ensemble de forecast. Donc ça, c'est comme ça qu'on peut écrire tous les algorithmes de simulation de données classiques. Et là, au lieu d'écrire le dérivé de façon bayésienne propre et nette avec des hypothèses de type gaussianité, etc., là on met carrément un opérateur neuronal et on cherche à apprendre cet opérateur neuronal à travers des séquences d'assimilation de données. Alors ça c'est l'analyse et puis évidemment il y a aussi l'étape de forecast, je vous l'ai dit, c'est séquentiel. Là on suppose qu'on connaît le modèle, on pourrait l'apprendre aussi en même temps, mais là on suppose qu'on connaît le modèle parce qu'on veut vraiment se concentrer juste sur l'analyse, sur l'inférence bayésienne. Quelle est l'inférence que va nous proposer le réseau de neurones? Là, c'est sur un exemple du toy model dont j'avais parlé, celui à 40 variables, Lorenz 96, et c'est un tout petit réseau de neurones résiduels convolutionnels qui fait très bien le job. Il y a le côté convolutionnel parce qu'il y a une dimension, donc ça c'est quand même important, mais sinon il n'y a pas besoin de quelque chose de très sophistiqué. Et donc là, typiquement, la fonction de coût qu'on apprend, donc je vous passe de tous les détails historiques, les quelques rares approches qu'il y avait là-dessus. Donc là, on apprend en fait... La fonction de coût, c'est celle-là. On va comparer l'analyse à une trajectoire de référence, la vérité.
Sauf que là où c'est compliqué, c'est qu'on regarde à travers toute cette séquence d'assimilation de données, il peut y avoir plusieurs cycles d'assimilation de données, on cherche à tracer, en fait, de calculer l'adjoint par rapport à cet opérateur d'assimilation de données qu'on a utilisé sur plusieurs cycles. Donc l'adjoint qu'on a calculé, la backpropagation, peut être assez compliqué et numériquement difficile à calculer. Et donc voilà, il y a un enjeu numérique de ce point de vue-là. Mais enfin, l'idée, c'est d'essayer de calculer ça à travers cette fonction de coût qui a l'air simple, mais qui en réalité, on demande carrément à l'opérateur de nous proposer un opérateur vraiment d'optimisation de données optimale. Et donc on peut faire des tests, comme on connaît très très bien les scores qu'on peut obtenir avec les meilleures méthodes d'assimilation de données sur ce genre de modèle. Moi je connais ça par cœur, donc je peux vous dire exactement si une méthode est performante ou pas par rapport au score attendu sur ce benchmark. Et là quand on fait tourner ça, on s'aperçoit que ça marche aussi bien que le fil de Kalman d'ensemble, donc ça c'était vraiment déjà une première chose relativement étonnante, quoi qu'on le soupçonnait fortement. Mais là où ça devenait hyper intéressant ou hyper inquiétant, c'est qu'en réalité, il n'y avait pas besoin de prendre une taille d'ensemble significative. En fait, on peut se contenter d'un seul membre, c'est-à-dire en fait juste un état au lieu de prendre un ensemble. Or, je vous avais dit au tout début de la présentation qu'en réalité, pour avoir des très bons scores, dans les meilleures méthodes d'assimilation de données pour obtenir des très bons scores, ont besoin d'un ensemble pour pouvoir estimer l'incertitude attachée à l'état estimé. Et ça, ce n'est pas du tout ce que peut faire ici l'opérateur neuronal. Lui, il a besoin juste d'un état. Et avec un seul état, avec une seule trajectoire à suivre, enfin estimer, il arrive en fait à des scores qui sont aussi bons que les méthodes d'assimilation de données qui utilisent un ensemble. Et ça, c'est quand même un choc pour les gens comme moi qui ont travaillé sur ce sujet depuis 20 ans. Donc ça, c'est vraiment une grosse dizaine d'années. Ça, c'est vraiment étonnant. En plus, il y a des choses auxquelles on pouvait s'attendre et qui marchent, c'est que c'est extrêmement robuste. En assimilation de données avec la méthode d'ensemble, il faut utiliser de la localisation, il faut utiliser de l'inflation, il y a des tas de trucs et astuces statistiques pour rendre les méthodes robustes. Là, il n'y en a pas besoin, le travail est fait en fait par l'opérateur neuronal. Voilà, et en fait, après, on peut se dire c'est un bug, donc pendant 1 an et demi, j'ai cru que c'était un bug quand même, et donc on faisait des expériences en rendant l'opérateur neuronal linéaire, ça ne marche plus, comme attendu, ça a les scores exactement que j'attendais quand l'opérateur n'est que linéaire. La dépendance en ensemble ici, on l'avait supprimée, et ça ne marche plus, mais exactement comme attendu, enfin tout finalement colle bien, et on doit se rendre à l'évidence, c'est qu'il n'y a pas de bug. Et voilà. Et donc après, on peut essayer de déconstruire un peu le réseau de neurones et regarder ce qu'il fait et comparer ça à une méthode d'assimilation de données. Donc je peux faire un développement limité dans l'innovation pour comparer ça à une sorte de gain de Kalman équivalent. Donc si ce réseau de neurones peut se comparer à un filtre de Kalman, à quoi ressemble le gain de Kalman, et comme ça je peux comparer à un fil de Kalman d'ensemble qui tourne en parallèle. Donc c'est ce qu'on fait, et quand on regarde le spectre de ce fil de Kalman d'ensemble comparé à ce que l'opérateur neuronal qui s'appelle DAN pour Data Assimilation Network, quand on les compare, on s'aperçoit que le filtre que l'opérateur DAN en fait a les modes, arrive à estimer les premiers modes les plus importants de façon aussi bonne que le NKF, et ça pas à partir d'un ensemble, à partir d'un seul état. Donc ça mathématiquement c'est voilà. Alors j'ai pas le temps du tout de rentrer dans le détail, mais enfin on commence à comprendre pourquoi il est capable de faire cette prouesse, c'est-à-dire en fait, qu'il est capable d'estimer une matrice de covariance complète, enfin une grande partie de la matrice de covariance à partir d'un seul état. Ça, c'est quand même... c'est des choses maintenant, on commence à comprendre pourquoi, mais c'est des choses qu'on n'aurait pas du tout imaginées il y a 1 an, ou 1 an et demi. Donc je passe. Il y a aussi, voilà, il se trouve que ça scale très bien, avec les probabilités de localité, ça scale extrêmement bien, le réseau de neurones le scale extrêmement bien, et ça, c'était aussi... Voilà, donc ça invalide absolument pas l'approche, ça veut dire qu'on pourrait potentiellement, et j'ai déjà testé sur un modèle par exemple de Causier géostrophique, ça continue à fonctionner. Donc ça marche aussi, quand on passe à l'échelle, pour l'instant, je n'ai pas vu d'obstacle au problème. Donc voilà, donc je vais essayer de conclure là, sur un peu tout sur l'état de... Donc j'ai présenté rapidement 2 illustrations qui sont 2 illustrations parmi les dizaines qui fleurissent dans la littérature actuellement sur l'utilisation combinée déjà dans ce sujet niche de l'assimilation de données et machine learning et deep learning. Mais ça part dans tous les sens, il y a énormément de possibilités, on peut utiliser le deep learning pour améliorer l'assimilation de données, pour la remplacer comme je l'ai montré, pour apprendre l'assimilation de données comme je l'ai montré, ou pour joindre les 2 forces, enfin, il y a vraiment des tas de choses qu'on peut faire.
D'où voilà, des frontières de communautés qui disparaissent. Donc peut-être en résumé, c'est qu'il y a vraiment eu, voilà, il y a toujours eu des progrès constants en météorologie, contrairement à ce qu'on entendait dans les médias. Ça a toujours été vraiment très très impressionnant, ces progrès lents mais très, très clairs et très nets sur les différentes décennies. Et là, il y a eu un coup de boost absolument incroyable depuis 3 ans. Voilà. Ah, évidemment, je n'ai pas du tout à parler du... il ne s'agit pas seulement d'atteindre des scores, il y a le fait qu'évidemment qu'on calcule, qu'on gagne un facteur 10 000, 100 000 en termes de temps de calcul pour ces modèles surrogate. Et c'est ça évidemment la première des choses. Et puis on peut calculer les adjoints plus facilement qu'on pouvait le faire précédemment. Mais il y a les problèmes de consistance sur les modèles déterministes, comme j'en ai parlé, avec ces champs qui deviennent très lisses. Donc il y a maintenant la deuxième génération de modèles surrogate, c'est des modèles qui sont stochastiques, basés sur l'IA générative, modèle de diffusion, modèle de flow matching. Voilà, ce genre de modèle d'IA générative. La chose importante qui est forcément limitante, c'est que tout ça est basé, tous les datasets, tout l'apprentissage est construit sur les datasets qui sont des réanalyses, ces produits que j'ai présentés au tout début, qui sont typiquement RA5, et quelques autres aussi en climat, mais enfin c'est essentiellement... Donc en fait on est quand même limité, on ne peut pas aller beaucoup plus loin que ça, d'où cette idée d'aller vers les approches end-to-end, où on va juste utiliser les observations, on va se nourrir uniquement des observations, et les observations on continuera à en avoir dans le futur. Et voilà, essayer d'absorber ces observations pour essayer de produire des forecasts. Et puis il y a deux choses sur lesquelles j'ai insisté, qui est l'approche hybride, qui est un peu à court terme, ce qu'on peut essayer de faire de façon optimale et avec un degré de confiance important, et qui combine modèle neuronal et modèle physique, et tout ça dans un système d'assimilation de données et de correction permanente du modèle. Et puis, j'ai parlé à la fin d'essayer carrément non pas à découvrir le modèle, mais à découvrir carrément la méthode d'assimilation de données. Et ça a été un choc, et il y a des tas de choses à explorer sur le fait qu'il y a des choses qui sont optimales, sur lesquelles on faisait des choses très sous-optimales, en fait, en pensant faire les choses optimales. Et voilà, il y avait énormément de choses à découvrir que malheureusement un petit modèle de réseau convolutionnel découvre à notre place. Donc c'est ça. Voilà. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Marc pour cette présentation très très riche, très interpellante aussi pour nous tous, je pense. Du coup, tu as même réussi à rattraper un tout petit peu le temps en sacrifiant quelques slides, et on a, j'espère Stéphane, un tout petit peu de temps pour quelques questions. Très bien. Merci Marc pour la présentation que je trouvais vraiment fascinante. Je voulais revenir sur les méthodes génératives qui, dans le cadre d'utilisation que moi je connais bien, qui est la vision, le langage, est vraiment un setup d'apprentissage classique, stationnaire, où les données qu'on essaye de générer sont vraiment tirées de la même distribution que celles sur lesquelles on a apprises. Et j'ai l'impression que dans le cas qui t'intéresse, par exemple la glace de mer, un modèle qui n'est vraiment pas stationnaire à cause du changement climatique, si on veut faire des prédictions à un horizon de 10 ans, et je me posais la question de qu'est-ce qui change là? Est-ce que tu vois des opportunités, des obstacles, des choses qui peuvent m'intéresser moi sur ces modèles génératifs? Donc, comme j'ai dit, le modèle... bonjour David. donc c'est Tobias qui est juste donc, un étage au-dessus, en fait, qui travaille là-dessus. Et donc il a... bon, déjà c'est un modèle conditionnel, donc en fait ça s'adapte quand même aux différentes conditions. Il apprend un certain nombre de conditions sur les quelques dizaines d'années du modèle Nexim qu'on a utilisé comme base d'apprentissage. Cela dit, il existe quelque chose de très particulier qui s'est passé sur l'Arctique, qui est le fait qu'elle a complètement fondu autour de 2012 et qu'on voit un changement de tendance sur tous les modélisateurs, enfin tous les gens, les physiciens voient un changement de tendance. Et Tobias est confronté à ce changement de tendance. Donc malheureusement, on a perdu toute la glace, donc il n'y a plus de vieille glace dans l'Arctique. Et donc on voit cette tendance sur les données satellitaires, les modèles voient ce problème, ou ont du mal à le modéliser dans le cas des modèles. Et en fait, on voit ce problème d'apprentissage auquel s'est confronté Tobias. Et effectivement, quand il a appris, il a eu du mal à généraliser, enfin, il a eu un peu plus de mal à généraliser parce qu'il marche très bien son modèle quand même. Et il a vu cette difficulté. Et la solution, il a trouvé, c'est plus de poids, plus de biais. C'est triste, mais il s'est dit, on va essayer, et oui, ça semble marcher. Alors il va continuer à explorer un petit peu cette question, mais ouais, il y a quelque chose qu'on voit sur la glace de mer qui est très, très important. Et qui est lié au réchauffement climatique. Merci. Vraiment une question naïve, hein.
J'ai pas bien saisi quelles étaient les variables que tu mettais dans le vecteur d'état, dans ce vecteur XK là. Alors dans la simulation de données, on met toutes les variables qu'on veut, sur lesquelles on veut faire de l'inférence. Donc en météo, ils mettent absolument pratiquement toutes les variables. Donc ça peut être température, pression, vitesse de vent, qu'est-ce que j'oublie, température je l'ai dit, humidité, ou différentes forces d'humidité. Tu mets absolument toutes les variables que tu veux contrôler en fait, ou que tu veux estimer, ou corriger. D'accord. Et j'avais une autre question, si je peux me permettre. Bon, je sais que dans ce domaine de la simulation de données, là, vous utilisez beaucoup le fil de Kalman d'ensemble. Là, y a d'autres techniques, des fils particulières, des choses comme ça. Ça peut pas marcher parce que c'est trop grande dimension ou Alors les fils particulières, il y a le problème de la médiation de la dimensionnalité. Donc il faut forcément des versions un peu bridées des fils particulières, qui sont des choses qui sont plus bayésiens, qui ne respectent plus tout à fait le bayésien, qui sont des sortes d'intermédiaires en fait, entre le fil de Kalman d'ensemble et le fil particulière. Donc oui, enfin, on a toujours travaillé un petit peu dessus, sans que ce soit la panacée, parce qu'en fait on ne contrôle pas aussi bien les choses, et puis c'est toujours une sorte de correction. Voilà. Mais là en fait on peut là j'ai pas montré des raisons où en fait on peut corriger, on peut faire des choses très non linéaires avec ce petit opérateur là que je vous ai montré, il fait en fait le travail aussi non linéaire. Je m'en suis aperçu que récemment malheureusement. Ok, merci. Merci. Du coup, Anthony, si tu veux. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Je me demandais, donc, si j'ai bien compris, vous nous dites que les modèles de forecasting IA sont limités par leurs données d'entraînement, donc qui sont des réanalyses RA5, donc qui elles-mêmes sont imparfaites. Et donc, la question qui suit, c'est est-ce qu'on peut entrevoir un futur dans lequel on obtiendrait les réanalyses par des méthodes d'IA à la suite, et où donc ça débloquerait un petit peu ce plafond-là. Donc si on aurait des RA6, RA7 qui sont basés sur IA aussi. Alors j'ai jamais réfléchi, mais je dirais que justement c'est là que ça devient un petit peu, je serais un petit peu négatif là-dessus, parce que justement la force des RA5 c'est de combiner via la simulation de données toutes les observations et l'IFS, donc le modèle physique basé sur des EDP. Et donc grâce à la combinaison des deux sources d'informations indépendantes, on arrive à réduire considérablement l'erreur par lissage en fait, techniquement c'est du lissage, et d'où les produits voilà. Mais si on est sur l'IA qui a déjà vu toutes les observations, à part refaire un travail, peut-être un peu plus de screening, etc., finalement on reste toujours, ça reste congénital, quoi, donc, enfin consanguin, pardon. Donc finalement l'IA ne fait pas tout. C'est rassurant. Mais voilà, tu m'as posé la question en 2 secondes, ça se trouve, il y aura des moyens de faire ça. Mais c'est le problème des data augmentation, etc. C'est pas aussi pur et propre que ce qu'on faisait avec les réanalyses précédemment. Merci beaucoup. Ouais, on va prendre une toute dernière question du coup, pour pas que Vincent... Je me demandais si vous arriviez à savoir ce que le modèle IA vient corriger à vos équations de la physique, ou si vous êtes condamné à être frustré de constater qu'un modèle boîte noire fait mieux, mais qu'on ne sache pas vraiment pourquoi. Non, je pense que dans le cas l'approche hybride, là, celle qu'on pousse un petit peu là, que tout le monde ne pousse pas d'ailleurs au centre européen, en pure IA, je suis assez pessimiste. Bon, il y aura des progrès dans les méthodes d'explainable AI. Je suis quand même un petit peu pessimiste à court terme. Mais sur l'approche hybride qu'on propose, là, avec ce modèle colonne, on arrive à corriger vraiment les phénomènes convectifs. Et donc on sait vaguement, alors je ne dis pas qu'on sait précisément, mais on sait vaguement ce qu'on est en train de corriger. Donc je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire avec des réponses qu'on peut obtenir en quelques mois de travail. Voilà. Sur les méthodes pures, 3D, là c'est quand même beaucoup plus difficile. Merci à tous pour vos questions. Marc va rester là encore de toute façon demain, donc je suis sûre qu'il pourra y avoir des discussions pendant les pauses café. Demain et après-demain, oui. Voilà, donc vous aurez l'occasion de discuter avec lui. Merci encore à Marc pour ce très bel exposé.